Merci. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous rejoindre. Alors, pour aborder la question posée en introduction, les écrits numériques sont-ils des textes? Il me semble que nous devons commencer par nous débarrasser d'une conception étroite de la textualité, qui est un mélange de philologie ancienne et de structuralisme formaliste, bien incapable de penser les bouleversements de l'écrit dans un monde où l'écrit est plus que jamais présent. Marianne Pavot écrivait que sur Internet, il y a surtout du texte, le web est majoritairement scriptural, l'activité principale en ligne est l'écriture, l'internaute est celui qui écrit. Et Lionel Ruffel ajoute, il n'est pas un jour sans qu'une grande partie de l'humanité ne publie un ou plusieurs textes sur un blog, un réseau social ou autre. Avec Jack Goody, je pense que les propriétés de l'écriture n'ont pas été abolies par le monde numérique. Je cite Goody, « Nous n'avons pas quitté le monde de l'écriture. Aujourd'hui, le monde de l'écriture est beaucoup plus compliqué, c'est tout. » Alors, c'est bien sûr ça qui m'intéresse, cette complexité accrue. En dépit de la justesse de ces remarques sur les modifications des opérations cognitives au temps du web, une certaine confusion entre les concepts de texte et de livre traverse l'argumentation de Raffaele Simone, qui explicite ainsi sa position dans un entretien. Les textes à l'ancienne n'existent plus avec le mot fin et un auteur qui donne sa caution. Le texte n'est plus cette entité complète, immobile, reproductible, qui en faisait le prix et permettait la diffusion des connaissances authentifiées par un auteur et un éditeur protégés par une couverture qui le clôturait physiquement. Dans la médiasphère d'aujourd'hui, tout est en mouvement, en évolution, collectif, anonyme. Il n'y a plus d'auteur, de texte original, de version de référence, avec un lieu de rédaction qui déterminait le droit d'auteur. C'est tout le cycle du livre qui est bouleversé. Afin d'engager le dialogue, non pas sur la question du livre, mais du cycle du texte plutôt, j'ai choisi de partir de quelques remarques de mes collègues et amis qui interviendront après moi ce matin. Dominique Mingnaud dégage 3 dimensions de la scénographie numérique, iconotextuelle, architecturale, le site comme réseau de pages, et procédural, le site comme réseau d'instruction. Abordant la question de la fragmentation des pages écran sur Internet, il ajoute « On a affaire non à un texte, mais à une mosaïque de modules hétérogènes ». Je reviendrai sur cette idée de mosaïque de modules hétérogènes qui exploitent les ressources des divers régimes sémiomédiologiques, l'écrit, l'image fixe ou mobile, le son. C'est d'ailleurs le sens du titre que j'ai donné à mon intervention pour une théorie modulaire du texte, intégrant les régimes sémiomédiologiques de textualité. Mingnaud dresse un triple constat de fragmentation paroxystique des pages écran, de l'impossibilité de saisir l'ensemble. Comme il le dit, on a toujours affaire à une vue partielle d'une totalité qui ne se donne jamais intégralement, de l'hétérogénéité considérable des types de modules qui, dit-il, ne sont même pas des textes, même pas des micro-textes, pardon. Et il en conclut que c'est la textualité même qui est subvertie. Il constate une subversion généralisée de la logique du texte, ou plutôt d'une mise à mal du régime classique de textualité. De leur côté, Ingrid Mayer et Marianne Pavot, dans leur présentation du numéro 33 de Corella, paru en 2020, reprochent aux travaux de linguistique textuelle et d'analyse de discours leur conservatisme disciplinaire logocentrique et leur ignorance des textualités numériques. Je les cite, « La dimension opératoire, c'est-à-dire dynamique, plurisémiotique, manipulatoire du texte numérique natif, rend sans doute pour partie obsolètes les traits qui fondent la cohérence textuelle dans l'univers de l'imprimé et partant les critères définissant le jugement de textualité. Pour elle, le texte numérique natif ou textuel réinvente la textualité en textialité à partir des interfaces d'écrit-lecture connectées et elle parle de nouvelles manières de faire texte. » Plus nuancés, dans leur présentation du récent numéro 49 de Semen, Marion Collat-Blaise et Maria Giulia Dondero prennent une certaine distance par rapport aux chercheurs qui opposent radicalement la finitude des régimes classiques de textualité et l'inachèvement
générées par l'hypertextualité numérique. Et elles choisissent, je les cite, d'être sensibles à l'évolution de la notion de texte plutôt que d'emboîter le pas à certains, dont Raphaël et Simonet, qui parlent de non-texte. Elles caractérisent le texte numérique comme provisoire, objet de modification, mutation, remédiation, mais, ajoute-t-elle, cette variabilité, je les cite, et vous l'avez sur l'écran, est amplifiée dans le cas du texte numérique, ou du moins, elle prend des formes inédites. Et surtout, cette variabilité est en même temps inhérente à toute forme de textualité. Elle cite au passage mes travaux sur la génétique, l'édition et la traduction qui mettent en cause l'illusoire stabilité et l'évidence textualiste de l'objet texte. Dans le même sens, dans leur étude sur le paragraphe et l'organisation thématico-graphique du texte dans les nouveaux écrits numériques, Guy Acharbel et Ondřej Peček reviennent sur l'idée de dimension fondamentalement hypertextuelle du texte, que l'outil numérique ne fait que révéler ou démultiplier. Et à l'appui de cette position, ils prennent l'exemple des notes de bas de page ou de fin de volume ou de section, en citant Cyberdiscours entre convention et révolution, des linguistes du texte autrichienne Kramer et Eder, qui s'appuient elles-mêmes sur un livre de McKnight, Dillon et Richardson. Pour ces spécialistes du domaine, la dimension hypertextuelle des textes apparaît quasiment dès l'origine de l'écrit. Et Kramer et Eder soulignent le fait que dans la textualité écrite traditionnelle, la note de bas de page fonctionne comme un lien hypertextuel. Il n'est de ce fait pas surprenant que, comme le remarquent Acharbel et Peček, la note se soit transformée numériquement en une fenêtre, une page nouvelle, ouverte par un lien à la surface ou à partir d'un document initial. La note est un très bon sujet d'étude pour la théorie du texte, raison pour laquelle je m'attarde un moment sur Seuil de Gérard Genette, livre dans lequel le poéticien développe le concept de paratexte qui est au cœur de la question de l'unité du texte. Je mentionne aussi au passage le livre de Philippe Lannes qui opérait un des premiers transferts de la notion de paratexte au domaine des sciences de l'information et de la communication et de la linguistique du texte et du discours. Genette propose de rattacher les notes à ce qu'il nomme le péritexte, constitué par les énoncés qui entourent matériellement le texte. Je le cite, si le paratexte est une frange souvent indécise entre texte et hors texte, la note, qui selon ses états relève de l'un ou de l'autre, ou de l'entre-deux, illustre à merveille cette indécision et cette labilité. Genette distingue différents types de notes sur une échelle graduelle de péritextualité. La note octoriale, ultérieure ou tardive, remplit une fonction de commentaire défensif ou autocritique, tout ceci dans le champ littéraire. Les notes fictionnelles contribuent à la fictionnalisation du texte. Certaines notes constituent plutôt des modulations du texte, guère plus distinctes que ne serait une phrase ou une parenthèse entre-tirée. Quant aux notes allographes, elles ne sont, dit-il, qu'une sorte d'annexion péritextuelle du métatexte critique. Pour Genette, la note éditoriale échappe même à la définition du paratexte, et l'édition critique contribue paradoxalement à brouiller la notion de texte. C'est cette question aussi qui m'intéresse. L'analyse de la note a linguistiquement beaucoup avancé avec les travaux de Julie Lefebvre sur le signe de ponctuation textuelle, appel renvoi de notes. Je la cite, c'est l'articulation d'un intérieur à un extérieur au texte qui se joue. L'appel renvoi de notes relie l'une à l'autre deux linéarités distinctes de l'espace graphique et constitue le nœud d'une structure. Ainsi envisagée, la note est définie comme une greffe typographique au corps du texte et elle apparaît comme un moyen à la fois usuel et très normé de rompre avec la contrainte de linéarité propre à la langue. Julie Lefebvre étudie les liens syntaxiques, apposition, relative, constituant, périphérique, et les liens textuels qui unissent le corps du texte et le sous-texte de la note divisée de façon plus ou moins identifiable en deux zones. La note se présente comme un espace hétérogène en ce sens, organisé en une zone d'accroche de la note et une zone de continuation. Je n'ai pas le temps de détailler. Ces cas qui vont du lien très étroit entre une portion précise du corps du texte et la note en forme de proposition incidente, mais le lien de la note au corps du texte peut se diluer au point de donner lieu à des notes très développées
et relativement autonomes dans leur renvoi souvent flou au texte d'accueil. Véritable texte dans le texte, la note peut devenir ainsi un autre texte. Avec ces questions du péritexte et des différents types de notes, nous sommes entrés de plein pied dans la compréhension de la diversité des mécanismes de liage propres aux formes de textualité morcelée et pourtant une, comme le dit Julie Lefebvre. L'approche linguistique de la textualité des notes prouve que la théorie du texte est capable d'aborder des phénomènes complexes de rupture de la linéarité qui ne transforment pas tout texte comportant des notes en non-texte. À ce stade de mon exposé, il me paraît nécessaire de clarifier certains préconstruits qui bloquent l'approche des problèmes du texte et le développement d'une théorie générale des formes de textualité. La métaphore étymologique du tissu et du tissage convoquée dans presque toutes les définitions du texte induit une conception centrée sur la fixité et la complétude. Cette conception du texte repose sur des présupposés qui ne permettent pas de penser la complexité. J'en identifie au moins 4. Le texte est défini par la stabilité, c'est un objet achevé. Deuxièmement, le texte est écrit. Troisièmement, le texte est linéaire séquentiel, c'est une suite de mots et de phrases. Quatrièmement, le texte est caractérisé par son unité et son homogénéité. Par rapport à cela, les textualités numériques apparaissent au contraire comme inachevées en variation continue, multimodales, fragmentées et modulaires, hétérogènes et composites. Celles et ceux qui décrètent l'obsolescence des critères linguistiques de textualité raisonnent sur un modèle que mes travaux sur corpus n'ont cessé de problématiser. Je vous propose de redéfinir la textualité générale en partant d'essayer de redéfinir plutôt une textualité générale en partant des 4 points suivants. Le retour sur la variation, la multimodalité, la modularité et l'hétérogénéité. Je vais essayer de les survoler tous les 4. Le premier point sur la dimension variationnelle des textes. Dans mes travaux sur cette question, je me suis appuyé sur un consensus que j'identifie chez des chercheurs aussi différents que des médiévistes, comme Paul Zumthor et Bernard Sacchellini. Zumthor parle de mouvance textuelle, Sacchellini de variance textuelle. Des linguistes sémioticiens comme Segré, avec sa critique des variantes, Pétard et sa sémiotique de l'altération, des spécialistes de l'histoire du livre, comme Chartier, qui parle de mobilité textuelle, Danton, pour qui la stabilité textuelle n'a jamais existé, un linguiste traducteur comme Henri Méchonic, avec son concept de bouger du texte, aboutit à cette idée forte qu'une traduction n'est qu'un moment d'un texte, elle est même l'image qui n'est jamais finie, elle ne saurait l'immobiliser. Liste à laquelle on pourrait encore ajouter le concept de fluid text de Bryant, et la liste pourrait être continuée. Il se dégage de ce consensus une conception du texte qui rompt fermement avec l'idéologie de la fixité, stabilité, immuabilité. La théorie du texte doit intégrer dans sa méthodologie une résistance aux leurres de l'évidence naturelle du texte, de sa stabilité, une fermeture et une attention aux opérations que les textes subissent pour devenir texte d'un corpus, comme le dit très bien Rastier. À propos de la variation constitutive des textes littéraires, j'ai résumé ma position dans un article paru dans Littérature en 2020, où je m'efforce de démêler les notions de variante, version, variance et variation, que j'aborde aussi dans mon livre de 2018, avec l'effet de variation génétique intertextuelle, éditoriale et traductoriale. Faute de temps pour le démontrer, je renvoie à 2 études très poussées, une étude dans mon livre sur le paragraphe, des variations éditoriales et de la segmentation en paragraphes des contes de Perrault, et en particulier des états textuels de 1695, 96, 97 de La Belle au bois dormant. Je mentionne aussi mon étude des variations traductoriales du titre et du vocable Verwandlung dans la Métamorphose de Kafka. La question passionnante étant, comment se fait-il qu'on persiste à traduire die Verwandlung par la métamorphose alors que de toute évidence il s'agit de la transformation. J'ai appliqué la même méthodologie à l'analyse du discours politique, au discours prononcé le 24 juillet 67 au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal par le général de Gaulle. Bon exemple de ces discours qui se présentent comme des écrits oralisés ou improvisés et qui sont ensuite transcrits, archivés, transmis par la médiation de l'écriture et par
les enregistrements et les numérisations audiovisuelles. Le discours était diffusé en direct et a été archivé par la radio et la télévision canadienne, ce qui m'a permis d'aborder les problèmes de transcription, d'établissement du texte, ou plutôt des textes de travail. Au chapitre 7 de mon livre sur la linguistique textuelle, j'étudie l'allocution du 17 juin 40 du maréchal Pétain, orale et écrite, et différents états textuels de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Dans le chapitre 4 aussi de mes leçons données au Danemark, à Aarhus, sur les problèmes du texte, j'étudie en détail la célèbre affiche de la résistance française avec sa traduction intégrée pour l'affichage à Londres. Ces études de cas nous mènent directement à la question de la multimodalité des textes. La question du faire texte doit être étendue à l'ensemble des formes de textualité qui découlent des régimes médiologiques de base, que sont l'oral, le scriptural, manuscrit et imprimé, et le numérique. À ces trois régimes distingués par Mengdo dans l'article déjà cité de 2014, j'ajoute un régime iconique qui participe largement aux différentes formes de textualisation des trois autres régimes. Ces quatre régimes sémio-médiologiques déterminent des formes de textualité à la fois différentes et complémentaires. Tout iPhone ou iPad réunit les régimes médiologiques de l'écrit et de la parole, de l'image fixée mobile, de la navigation Internet et de l'écrit-lecture numérique. Nous devons donc travailler à une définition du texte capable de rendre compte non seulement des formes textuelles propres à l'écrit et propres à l'oral, mais aussi de l'insertion de modules iconiques, aussi bien dans l'écrit, les iconotextes, que comme composants de certaines interactions orales, les supports iconiques accompagnant une conférence, un cours ou une émission télévisée. Comment séparer radicalement texte et textuel, ou texte web, quand les pages des journaux, en particulier les unes, les pages des magazines, des manuels et des encyclopédies, présentent de plus en plus de ressemblances avec les dispositifs fragmentés des écrans numériques. L'invitation à cliquer semble générale, même quand le geste consiste seulement à tourner les pages pour atteindre le texte, la rubrique ou le dossier recherché. Versions électroniques et papier des journaux, magazines s'entrecroisent et échangent leurs formes plurisémiotiques de manipulation, hyperliens, fenêtres, code à réponse rapide QR, code barre, etc. Dans la postface de Corella 33 et dans ma notice texte de l'encyclopédie grammaticale du français, je résume le champ de la théorie générale du texte à laquelle je travaille par un tableau que vous avez sous les yeux. En dépit des cases, les rubriques indiquées ne sont pas des catégories séparées, mais graduellement liées. Aux deux extrêmes, les régimes de l'oral polygéré T1 et du textiel en environnement numératif natif T4-3 se rejoignent énonciativement. Par ailleurs, le numérique englobe l'oral, le scriptural et l'iconique, sans pour autant les dissoudre en abolissant les différences de fonctionnement de ces régimes médiologiques. Je distingue quatre grandes formes de textualité de base, T1 à 4, trois formes intermédiaires ou mixtes, les différentes formes de textualité placées au centre du dispositif, T3, T2.2, T2.3 et T4.1 sont plus homogènes, et les formes de textualité passées à la périphérie nettement plus hétérogènes. C'est là que se rejoignent l'oral polygéré de la conversation T1 et la forme extrême des textualités numériques T4.3 de type forum, blog augmenté, discussion, etc. Le sentiment de complétude et de texture est plus fort dans le cas de l'écrit imprimé et de l'oral monologal planifié que dans les formes polygérées orales et numériques, beaucoup plus ouvertes, hétérogènes, éclatées énonciativement aussi, en auteurs multiples, sémiotiquement, en texte graphique, texte sonore, images mêlées. Juste un mot des iconotextes, en me contentant de faire allusion au début et à la fin du Petit Prince de Saint-Exupéry, la couverture d'abord, qui, sous le titre du livre, précise bien l'iconotextualité octoriale par la formule avec des aquarelles de l'auteur. L'image accompagne le verbal en proposant ainsi beaucoup plus que de simples illustrations. C'est évident au tout début du récit, où alternent le dessin et le texte, mais à l'intérieur du texte, on a sans cesse des déictiques qui pointent justement le dessin qui n'est pas une illustration, mais qui participe de la progression du sens. À la fin du texte, après pouvoir représenter en couleur la mort du petit prince à gauche, Saint-Ex redessine le paysage sans lui et en noir et blanc, en deuil en quelque sorte, ce que commente métatextuellement l'épilogue, exemplairement iconotextuel,
Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est même le même paysage que celui de la plage précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est là que le Petit Prince a apparu sur Terre puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, etc. Je n'ai pas besoin d'insister pour signaler que d'autres formes discursives sont également des iconotextes. C'est le cas de la publicité avec des degrés différents d'importance du verbal et de l'iconique. Avec ces exemples juste indicatifs. J'ai pris l'exemple des pages et affiches publicitaires sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, car elles me permettent de passer au point 3, la modularité constitutive des textes, avec l'exemple des modules, des plans de texte du texte multimodal publicitaire, avec son slogan d'accroche, l'image d'accroche, ici en noir et blanc, l'image du produit en couleur sur le fond noir et blanc, le nom propre de la marque, le slogan de marque, et l'avertissement légal même qui est ajouté en bas, sachez apprécier et consommer avec modération. Cet autre exemple avec le nom logo de la marque, l'image d'accroche, le long rédactionnel, la suite étrange du rédactionnel en position de slogan, mais qui n'est pas un slogan. Image du produit, cet exemple est caractérisé par l'absence de slogan justement. Donc, on aboutit à un patron du texte publicitaire qui est assez intéressant, dans lequel on peut décrire la circulation iconotextuelle du sens. Les 3 modules verbaux, slogan d'accroche, d'assise ou de marque, et le pavé rédactionnel, les 2 modules iconiques d'image d'accroche et d'image du produit, les 2 modules mixtes, signature de l'annonce avec le logo et le nom de la marque, et les modules additionnels facultatifs, encore plus facultatifs que les autres, d'avertissement légal, satellite, coupon de commande et bon de participation. Un deuxième corpus m'a aussi retenu mon attention, celui des textes qui régulent et incitent à l'action, avec en particulier un article plus récent dans langue française 206, paru en 2020. J'avais fait aussi de cette question l'objet, et pas par hasard, l'objet du chapitre 6 de mon livre sur la théorie des séquences textuelles. Je prends seulement l'exemple de la recette avec ses modules, comme le nom de la recette, la liste des ingrédients et le module procédural, les durées de préparation indiquées, le résultat iconique de l'opération, la signature, ou dans cet autre exemple, le nom de la recette, module procédural, liste des ingrédients, résultat iconique et un module conseil avec une description un petit peu différente et bien sûr la signature en bas. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir une combinaison des deux. Si vous prenez cet exemple, on est à la fois la recette de cuisine avec le nom de recette, durée, comme je l'ai montré tout à l'heure, le module procédural, le résultat iconique, et puis un texte publicitaire avec une image d'accroche, un bloc rédactionnel, un slogan d'accroche, si vous savez casser un œuf, vous savez faire un gâteau, un slogan de marque, Elsa, le plaisir de faire soi-même de bons desserts, l'image du produit, les coupons de commande et le logo nom de la marque, la signature. Ces exemples mènent tout droit au point 4 concernant l'hétérogénéité et les textualités morcelées. Je reprends pour terminer un autre corpus sur lequel j'ai travaillé, les unités rédactionnelles, le fonctionnement des péritextes journalistiques et des genres de la presse écrite. J'avais choisi de travailler sur ce corpus qui favorisait l'observation des niveaux de textualisation d'un objet discursif aussi complexe et composite que le journal, avec les problèmes de textualisation et de structuration, distinction du péritexte du journal stable et le péritexte de l'article renouvelé en permanence, l'ensemble rédactionnel, la typotopographie du journal permanente et la typotopographie de l'article en variation continue, ce qui est très intéressant dans aussi cette structure qui va du macro-texte du journal-magazine au micro-texte des articles et de leurs péritextes, en passant par les ensembles rédactionnels composés de textes différents. Parmi ces ensembles, on avait étudié avec Gilles Lugrin les hyperstructures textuelles à partir de propositions de Gross et Seibold.
Je reprends juste à titre indicatif cet exemple d'une hyperstructure journalistique très ordinaire qui comporte des iconotextes photographiques avec légende et iconotextes infographiques. Ce n'est pas très lisible, mais juste pour indiquer les choses. Je passe et vous montre seulement un exemple un peu plus sophistiqué, présentant cette fois un ensemble. Le précédent était caractérisé par le fait que c'était le même journaliste qui écrivait dans les différents modules observés. Vous voyez, sur fond tramé de couleurs différentes, on avait une seule auteur. Là, cette fois, on a plusieurs auteurs avec aussi des fonds tramés qui indiquent et des genres différents comme l'entretien et l'éditorial. Donc, on a ces caractères composites et complexes d'organisation textuelle tout à fait lisibles dans ces formes scripturales, je dirais, classiques. L'analogie entre navigation dans un hypertexte comme espace de parcours de lecture possible et navigation dans une hyperstructure textuelle a été soulignée par Gilles Dugrin. La circulation du lecteur sur la page de journal, ou plus localement dans le cadre de l'hyperstructure, peut être comparée à celle dans l'hypertexte, chaque lecteur par les choix qu'il opère, actualisant un parcours de lecture jusque-là encore latent. Donc c'est vrai de la presse quotidienne. Juste à titre indicatif, j'ai travaillé aussi sur le fait que dans les encyclopédies, dans les manuels, on trouve ces hyperstructures. C'est extrêmement important. On imagine aussi du point de vue didactique comment apprendre à lire ces structures éclatées. Et pour ne pas conclure, je reviendrai sur mon modèle de théorie du texte, macro-texte, en insistant juste sur le fait que dans la structuration linéaire et les plans de texte, j'introduisais les modules péritextuels et les modules iconiques. L'hétérogénéité était prise en compte dans la combinaison des séquences avec les effets de dominante. Et je n'imagine pas de théorie du texte, macro-texte, qui serait qu'à gauche dans la structuration linéaire des plans de texte. C'est aussi une structuration non linéaire, réseau de vocables et colocation textuelle. Par exemple, les modules iconiques vont être décodés comme des instructeurs d'isotopie et ils vont entrer dans les réseaux de vocables et les colocations textuelles. C'est-à-dire que le réticulaire est sur ce point extrêmement intéressant. Quant aux effets configurationnels de macrostructure sémantique et de cohérence interactionnelle de l'action discursive, leur degré est plus ou moins fort selon les types de textualité. J'ai fait aussi vite que possible et je vous remercie pour votre attention.